Alors, je vais aborder plus précisément les effets psychopathologiques, psychotraumatiques sur l'enfant de ce type d'exposition précoce à des contenus sexuels et justement au fonctionnement incestuel qui peuvent avoir lieu en milieu scolaire et en milieu familial. Alors, je voudrais juste rappeler des évidences. On va voir à quel point, donc, ces évidences ne sont pas respectées, ça peut entraîner un impact psychotraumatique pour l'enfant. L'enfant, pour bien grandir, il a besoin de protection, de sécurité psychique et en particulier de transmission sur la question de l'intimité, du respect de l'intimité, sur la question des interdits fondamentaux et sur le respect du cadre. Et on voit que quand cette sécurité psychique n'est pas du tout intégrée, ça met l'enfant en très grande difficulté pour se développer psychiquement harmonieusement. Il va avoir besoin d'une bonne estime de soi-même. Donc dès qu'il va être en situation disqualifiante, méprisante, d'humiliation, ça va poser d'intenses difficultés. Alors vous verrez que je n'ai pas indiqué qu'il a besoin d'amour. Bien évidemment, l'enfant a besoin d'affection. Mais les pères incestueux, les mères incestueuses aiment leurs enfants. Les parents qui surbouquent leurs enfants dès la maternelle aiment leurs enfants. Et cette famille américaine qui a séquestré ses 13 enfants pendant des années aimait les enfants. L'amour, on voit bien qu'on peut tout lui faire faire et tout lui faire dire. Donc l'enfant a besoin d'être respecté en tant qu'enfant. Et si on vient à l'étymologie, enfant c'est celui qui ne parle pas. Et on sait parfaitement aujourd'hui qu'un enfant, si psychiquement n'est pas entouré d'adultes qui prennent soin de lui, n'arrivera pas à se développer harmonieusement. Donc il a besoin d'être respecté dans sa singularité d'enfant, il a besoin d'être respecté dans ses capacités et dans son niveau de développement. Donc ça c'est un premier rappel qui me paraît fondamental quand on parle justement d'enfants, parce que dans les textes on parle d'enfants. Dans le code pénal on parle de mineurs, l'enfant n'existe pas dans le code pénal, on parle d'enfant. Et on voit bien qu'un bébé, qu'un petit de maternelle, un enfant de petite classe de maternelle en France, ils peuvent être scolarisés dès 2 ans. Un 5 ans, c'est déjà pas pareil. Un 10 ans, un 12 ans, un 17 ans, c'est pas pareil. On voit bien qu'en collège, un enfant de 12 ans prépubère, alors je rappellerai juste par rapport à ce qui est présenté dans le film, dans les pays occidentaux, la puberté chez les filles est en moyenne à 13 ans. Et 3 mois, ça a baissé, c'était 13 ans, 6 mois il y a quelques années. Et la puberté chez les garçons est en moyenne à 15 ans. Ça met juste un petit peu le curseur. Quand on entend certains responsables dire qu'il faut un consentement sexuel à 11 ans, 11 ans dans les pays occidentaux, a priori, on n'est déjà pas pubère. Ça, c'est quand même un point fondamental. Donc, l'enfant, il a besoin d'être respecté dans sa singularité. Et là, il y a quelque chose de très paradoxal en milieu scolaire, c'est qu'on a beaucoup de textes qui existent pour, justement, une école. Alors, le nouveau terme à la mode, c'est inclusive. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais une école inclusive qui accepte chaque enfant dans sa singularité, dans sa spécificité, dans sa différence, on s'adapte pour chacun. Autant vous dire que dès que vous avez un enfant qui ne rentre pas dans le cadre, les enseignants font ce qu'ils peuvent, mais il est vite désinclusé, c'est peut-être pas très français tout ça, très rapidement. Et dans les programmes justement d'éducation à la sexualité, dans l'application des programmes sur les applications strictes, c'est là-dessus je pense qu'il faut vraiment, on a vraiment besoin des politiques pour demander un moratoire, comme l'a rappelé le professeur Berger, un moratoire, une suspension de l'application des textes, une réflexion avec des pédopsychiatres, des psychologues spécialisés, des pédiatres spécialisés en protection de l'enfant, c'est sur la question du psychotrauma, pour bien comprendre ce qu'est un enfant. La nécessité de respecter sa singularité et ses capacités, son niveau développemental. Dans une classe de collège, de 3e, dans une classe de CM2, vous allez avoir des enfants qui ont des niveaux très différents d'attente, de compréhension, parce que l'éducation familiale n'est pas la même, parce que les repères culturels ne sont pas du tout les mêmes, parce que les repères religieux aussi ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est fondamental. Et on a vu depuis ce matin, et c'est un deuxième rappel qui me paraît essentiel, Alexandra en a rappelé déjà un certain nombre, la sexualité infantile n'est pas la génitalité adulte. Éduquer à la sexualité infantile, on ne vous demande pas de projeter vos desiderata d'adultes. Projeter vos représentations, et on en a vu 2 exemples ce matin particulièrement significatifs, on ne demande pas à un adulte qui fait de l'éducation à la sexualité de projeter sa propre représentation de ce que sont les jeunes adolescents, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils pensent. C'est pas ça. La sexualité infantile,
c'est pas la génitalité adulte. Et ça, c'est un véritable problème. Et on le voit bien dans les expertises dans situation d'enfants agressés sexuellement, dans la représentation même des policiers, des enquêteurs, dans les auditions qui sont faites auprès des enfants, cette confusion majeure que la sexualité infantile serait une sexualité d'adulte en miniature. Et bien, ça n'est pas ça. Elle est indifférenciée, peu organisée, elle s'inscrit sur un registre auto-érotique initialement, elle s'inscrit sur un registre de la découverte, tout ça, ça vous a été rappelé. Alors là, vous avez en photo bien visible ce qui est en vente parce qu'il y a un vrai commerce, en tout cas ce qui est proposé dans les sex box des établissements scolaires en Suisse, en Belgique et probablement bientôt en France, puisque j'ai notion que certains ont déjà commencé à chercher à avoir accès à ce type de support, parce qu'on leur demande de parler de sexualité infantile, c'est un peu compliqué. Des supports, c'est bien. Donc des pluches doudou en forme de sexe, ça peut être une bonne chose. Derrière, vous avez en fond, en marron, vous avez un utérus qui est représenté en pluche aussi, puis vous avez des sexes en bois pour apprendre justement avec les lubrifiants à poser les préservatifs. Alors en quoi c'est traumatogène ? Alessandra vous a rappelé que l'impact traumatique, c'est quand ça fait effraction dans le psychisme d'un individu, et l'effraction psychique, c'est quand on est confronté à quelque chose qui ne fait pas de sens, qui n'a aucun sens. On est confronté à quelque chose qui nous place dans une dimension de l'indicible, de l'inintelligible, de l'incapacité à décrire. Et on peut avoir des attitudes, on a vu dans le film, de prostration, de conduite automatique, on fait comme si rien n'était, ou de tentative de fuite, d'évitement, se boucher les oreilles. Des situations qui montrent à quel point déjà la personne qui est exposée à ces images est dans un état total d'effraction psychique, c'est-à-dire que ses capacités élaboratives, ses capacités de compréhension de ce qu'on lui donne à voir, ce qu'on lui donne à entendre, ça ne s'intègre pas. Parce que c'est trop tôt, parce qu'il n'est pas dans cette capacité de comprendre. Ferenczi parlait aussi de l'attaque de ces enfants qui ont été attaqués sexuellement et qui sont trop mûrs, comme un fruit trop mûr, picoré par des oiseaux, c'était la métaphore qu'il prenait. On voit bien à quel point l'impact traumatique peut être violent chez des enfants. L'impact traumatique ne sera pas forcément traumatogène. Alors je sais que là il est un peu tard peut-être, je ne voudrais pas vous perdre. L'impact traumatique, c'est le fait de l'effraction psychique. La dimension traumatogène, ce sont les séquelles, ce sont les troubles post-traumatiques. On a des situations, on va prendre des adultes qui voient des images ou qui entendent des récits, ça peut les bouleverser, ça peut les choquer, ça peut les gêner. Ils ne vont pas forcément faire des cauchemars toute la nuit, ils ne vont pas forcément avoir des conduites, des rituels de lavage, des conduites d'évitement des écrans, des conduites d'évitement scolaire, enfin des troubles majeurs. Il n'y aura pas forcément de dimension traumatogène des troubles. Mais l'impact traumatique d'effraction psychique est présent. Et elle est présente chez l'enfant dès qu'il est confronté à quelque chose qui ne fait pas de sens, qui est indicible, inintelligible, qui n'arrive pas à élaborer. C'est pour ça que ces images, c'est pour ça que ces propos, c'est pour ça que ces attitudes, c'est pour ça que ces projections d'adultes auprès d'enfants qui n'ont rien demandé, qui sont contraints, avec quelque chose de très paradoxal. On leur parle d'intimité, mais en même temps on en parle en public. On leur demande de respecter leur corps, mais en même temps on leur demande comment leur corps réagit en public. Et tout à fait paradoxal et quelque chose de très effractant psychiquement. Quand on est en effet encore à l'âge des théories de comment on fait les bébés, ou certains sont encore au stade de la petite cigogne, ça existe, aller leur parler des spermatozoïdes, de l'ovule et de l'éjaculation, il est certain qu'il y a une effraction, parce qu'ils n'en sont pas du tout à ce niveau-là. Et ça peut être extrêmement violent, et quand c'est violent, ça fait trace, trauma, et là c'est traumatogène. Donc cette effraction psychique, elle s'inscrit dans un contexte sociétal très particulier en France, à l'éducation nationale aussi, où la sexualité a été très longtemps réprimée tout de même. Moi j'ai fait la thèse sur les abus sexuels en milieu scolaire, et j'ai découvert à ce moment-là que l'ergonomie du matériel scolaire, alors pour les plus jeunes d'entre nous, pas les très jeunes, les plus jeunes d'entre nous, vous avez peut-être eu droit à des chaises qui étaient soudées aux tables. Oui. Ça parle à quelques-uns quand même. Et ça, dans les textes, c'était fait pour pas qu'il y ait de masturbation, pour pas que les enfants puissent croiser leurs jambes.
Donc très longtemps à l'éducation nationale, tout était fait pour éviter les manifestations de la sexualité. Les internats, pareil, enfin, même le matériel scolaire, vous voyez, tout était fait pour éviter ça. À l'époque, il n'y avait que des garçons scolarisés. Après, il y a eu les filles, alors, catastrophe. L'éducation sexuelle a été confiée à l'État et non plus aux religieux. C'est aussi quelque chose qui est important dans notre culture. Et petit à petit, il y a eu cette attention portée à l'enfant en tant que personne, en tant que sujet, mais avec une confusion que l'enfant sera un petit homme. Alors, l'enfant est un petit homme, mais en développement. Ce n'est pas un adulte en miniature. Et le sexe d'un petit garçon de 5 ans, quand on lui montre un pénis en érection, ça peut réellement le traumatiser. Alors, je vais vous donner un exemple pour montrer l'impact traumatogène ou traumatique que peut avoir ce type d'intrusion dans la sexualité. C'est un exemple qui date un petit peu, c'est un exemple personnel, j'en donne rarement, mais s'il n'était pas personnel, je pense que vous auriez peut-être du mal à me croire. Ma fille, qui a aujourd'hui 17 ans, quand elle avait 5 ans, septembre, début de CP, donc vraiment des tout piou-piou, c'est encore moins piou-piou, mais à 17 ans, plus grand que moi, mais vous voyez, des tout petits qui ne se connaissent pas, ça c'est aussi important, c'était dans une école où il n'y avait pas d'école maternelle avant. La maîtresse, adulte de 50 ans, a priori plutôt aguerrie, donc pas une jeune institutrice pour lequel l'enfant est asexué, pas de sexualité, va leur parler au mois de septembre de la sexualité, parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire de la prévention de l'éducation à la sexualité, et elle va lui parler de l'aspect très hygiéniste de la sexualité, des risques du sida, des MST. Donc la prévention, c'est important. Et 5 ans, parler du sida, des MST, donc vous allez faire l'amour, et faire l'amour, ça présente beaucoup de risques. Vous allez tomber enceinte, genre tout l'aspect des risques étaient dit. Le plaisir, le bonheur, l'affection, le respect, c'était pas abordé. Et elle va sortir un préservatif. Et ça, moi, je rends du travail. Alors, j'ai eu des journées des fois un peu chargées. Et ma petite fille de 5 ans, d'un évangélique, me dit: maman, est-ce que tu pourrais m'acheter des capotes? Avec un petit sourire. Où là, j'ai un air complètement effaré, mon bébé. Donc, il faut qu'il me... Alors, à 17 ans, si elle me... J'espère qu'elle ne me parlera pas de capote à moi, mais qu'elle saura... Parce que justement, si aux parents de respecter la sphère intime de son enfant, je ne réagirais pas forcément pareil, mais bon. 5 ans, c'est un peu tôt quand même. De capote. Et avec l'air complice de son frère qui a 2 ans de plus, celui-ci me dit: bah ouais, maman, des préservatifs, en rigolant. Donc là, j'ai un grand moment de solitude. Vous savez, moment de solitude où vos enfants vous posent une question, vous disent quelque chose et vous dites: mais pourquoi ça me tombe à moi là-dessus? Quand vous êtes professionnel, la phrase qui tue à 16h30, 23 décembre, le vendredi, et vous dites: ah non, c'est pas possible. Et je suis sauvée par le téléphone. Enfin, je pensais être sauvée par le téléphone. Je tombe sur les parents d'élèves qui me disent: ah, vous vous rendez pas compte, et qui m'expliquent l'initiative de cette maîtresse. Donc, une initiative, c'est pour ça que ce matin, je mettais un bémol, parce que je pense que c'est important. Je connais la difficulté en milieu scolaire, et je pense que c'est important d'être dans une co-construction si on ne veut pas renforcer les confusions ou être dans des clivages. C'est compliqué, mais ça, en tout cas, moi, c'est ma position. D'essayer de comprendre, de leur expliquer. C'est pour ça qu'on en a un moratoire, c'est pour ça qu'on demande que des professionnels expliquent aux enseignants, expliquent aux députés, expliquent à ceux qui font les lois ce qu'est l'éducation à la sexualité telle qu'exigée par l'OMS et ce à quoi on l'engage, et qu'ils aillent voir les sites. Je mets au défi les députés et les enfants de dire qu'ils ont été voir ces sites et qu'ils les cautionnent. En tout cas, si c'était le cas, ça m'inquiéterait sur leur propre rapport à la sexualité. Donc, cette institutrice va trouver comme explication et va en effet dire qu'elle a montré un préservatif, et elle va préciser à l'inspecteur d'académie: mais monsieur, c'était pas un king size. Et quand vous montrez des images de clitoris, de pénis en érection, à des petites 5 ans, une petite zigounette, ou à des petites filles, une petite vulve, qu'on leur empêche de parler des petits mots, les petits mots sexuels de l'enfant, c'est fondamental. Les filles sont beaucoup plus que les garçons, sont beaucoup plus riches. Mais c'est fondamental, et on sait bien en expertise à quel point c'est important. On ne va pas dire: la petite Justine me dit que son père lui a mis son pénis dans la vulve. Non, papa il m'a embêté, sa zigounette m'a fait mal à la foufoune. Les termes d'enfant sont fondamentaux à respecter. Et c'est justement ça, certaines fois, qui fait l'authenticité des propos des enfants dans les expertises. Et rien que ça, le fait d'intruser avec un vocabulaire adulte, ça montre que l'intervenant tout à l'heure n'est pas en capacité de s'ajuster au vocabulaire de l'enfant.
et qu'on exige que ce soit à l'enfant de s'ajuster aux adultes, on a complètement inversé les choses. Et on est dans un problème éthique sociétal majeur actuellement, en tout cas en France. C'est à l'enfant de s'adapter aux adultes, c'est pas aux adultes de s'adapter aux enfants. Et de partir de leurs petits mots, de partir de la façon dont ils parlent de la sexualité, de la reproduction. Et là, ça peut être extrêmement traumatogène parce qu'en effet, un sexe, ça ne ressemble pas à ça. Un sexe en érection, c'est jamais comme les sexes qui sont derrière en bois. Et un petit garçon de 5 ans, vous pouvez lui sortir un préservatif, même XS, ça sera toujours trop large. Donc on a eu beaucoup de touches pipi, d'enfants qui se tiraient la zézette, qui se tiraient le sexe, de signalements. À l'époque, il n'y avait pas de CRIP, mais l'inspection académique a été surchargée. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, certains enfants en parlent encore. Alors, ils en parlent en rigolant, entre guillemets, mais ils en parlent en disant que leur première expérience de la sexualité, ça a été qu'on leur parle de préservatif et que faire l'amour, c'était dangereux. À 5 ans, c'était pas adapté. On peut parler de sexualité dans le respect garçon-fille. On peut parler de sexualité avec des petits, quand on les voit certaines fois se lever le t-shirt, ne pas respecter leur intimité. Mais encore faudrait-il, avant de leur parler de sexualité et avant de leur faire des films d'éducation à la sexualité, qu'en France, les toilettes des établissements scolaires de maternelle soient respectueuses de l'intimité des enfants. Parce que moi, je veux bien qu'on leur fasse l'éducation à la sexualité, tout ce qu'on veut, mais quand on leur fait faire pipi en maternelle, comme aucun député n'accepterait de le faire, je dis député parce que c'est celui qui vote les lois, aucun adulte d'entre nous n'accepterait de le faire, il y a quelque chose de quand même de très paradoxal. Vous voyez ? Donc l'impact traumatogène, il peut être majeur, avec cette idée qu'il faut en parler à tout prix. Il faut parler de sexualité à tout prix, il faut parler. Alors déjà, pour les enfants abusés, il faut savoir que parler, c'est juste un non-sens. Un enfant abusé ne vous parlera pas, parce que la parole est un danger pour lui. Pour parler, il faut se dégager de la honte, de la gêne, de la culpabilité. Il faut avoir un minimum de confiance en l'adulte, alors qu'il est quand même agressé la plupart du temps par un adulte faisant autorité. Donc parler, c'est quelque chose d'extrêmement traumatogène pour un enfant qui est abusé. Pour les autres enfants, on l'a bien vu, parler de sexualité en public, ça touche à l'intime, ça touche aux théories sexuelles, ça touche au rapport éducatif, ça touche à l'interdit qui n'est jamais rappelé dans aucun des textes qui sont mis en place. Donc parler à tout prix, on voit bien que c'est quelque chose qui peut être dramatique. Et parler de la sexualité, c'est pas être dans l'intrusion, c'est être dans un accompagnement, dans la singularité, de s'ajuster à chaque enfant. Mais comment est-ce possible quand les programmes sont faits par des gens qui ne sont pas des professionnels de la petite enfance? Donc l'impact traumatogène, il est lié, ça vous a été rappelé, par cette notion d'effraction psychique pour l'enfant, avec un point important, et je pense que vous l'avez un petit peu expérimenté tout à l'heure, c'est le traumatisme vicariant des intervenants. C'est-à-dire que l'effet que ça fait aussi sur nous, adultes. Là, on est assis, on regarde des films, on entendait les commentaires, quand on regarde les premières images, ou quand certains interviennent, c'est d'une violence extrême. Et vous avez des enseignants qui ne veulent plus, à juste titre, qui ne veulent pas, qui se font porter pâle, ou des enseignants qui considèrent que ce n'est pas leur place et qui sont très blessés psychiquement avec des images, des choses qui reviennent comme ça. Donc les troubles post-traumatiques, ils peuvent être multiples. J'insiste sur le fait qu'ils ne sont pas forcément immédiats, qu'ils peuvent être différés des années plus tard. En particulier, je serais curieuse, et je pense que le ministère ne nous y autorisera pas, à faire une étude d'évaluation épidémiologique prospective des enfants qui actuellement subissent ce type d'éducation à la sexualité prospective. C'est-à-dire qu'on va suivre des cohortes de ces enfants et voir les petits de 5 ans là, à qui on a apporté la sexbox, là, de voir ce que ça va donner quand ils seront adolescents, quand ils seront jeunes adolescents, quand ils seront adultes, quand ils seront parents. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'effets en différé des troubles post-traumatiques. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été intrusé psychiquement dans sa sexualité, il peut manifester des troubles immédiats, mais il peut aussi les manifester plus tard par des comportements sexuels très impressionnants, des comportements sexuels problématiques qui vont être visibles, d'autres qui seront invisibles, des enfants qui vont se masturber au sang en cachette des adultes, d'autres qui vont essayer de masturber d'autres enfants, d'autres qui vont utiliser des animaux pour essayer de les masturber, qui vont reproduire via des jeux traumatiques ce qu'ils ont vu dans les films.
qui vont aller interpeller d'autres adultes par rapport à ça, qui vont demander à être stimulés, puisqu'on leur apprend qu'il faut apprendre le plaisir très tôt et qu'il faut apprendre à se faire plaisir en demandant pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge de poser, aux autres adultes d'aider à avoir du plaisir. Donc on va avoir des troubles post-traumatiques des fois très externalisés, très visibles. Alors on voyait l'intervenant tout surpris. Ah bah ils sont excités, hein. Ça paraissait très adapté comme comportement, d'être excité, d'être agité, d'être inquiet, d'être anxieux, de se poser d'autant plus de questions qu'à l'école, c'est quand même là où il y a les adultes qui sont là pour remplacer le parent, donc qui font autorité. Donc quand ces adultes-là qui font autorité transgressent quelque chose de fondamental et sont dans des discours paradoxaux, c'est vrai que ça pose question pour les enfants. Donc on va avoir ces troubles avec des reviviscences, ça a été dit dans les témoignages, des flashs, l'enfant la nuit ne dort pas, il revoit ce film-là, il a des troubles par rapport à son propre comportement sexuel. Alors, on n'a pas d'études quantitatives, je peux juste vous donner les troubles que nous, on relève au titre des consultations individuelles, de ces enfants qui ont vu des films, qui ont été exposés, l'impression d'avoir un corps qui n'est pas normal, parce que les poils du cou, ils poussent le pubis, la vulve, dessous, en dessous. Ah ben moi, s'ils ne poussent pas tout à fait pareil, est-ce que je suis normale, pas normale? Donc des dysmorphophobies, des atteintes véritablement à l'image corporelle, la représentation inconsciente du corps. Sur la question de l'identité sexuelle, ça, on en voit beaucoup et on peut aussi se poser des questions éthiques. Donc tout ce qui va être des troubles de reviviscence, des flashs, d'asthénie, difficulté à se projeter, beaucoup de troubles anxieux scolaires, d'enfants qui en effet ne veulent plus aller à l'école et de parents eux-mêmes traumatisés par ça qui déscolarisent. En effet, il doit y avoir des notes de cours à l'éducation à la sexualité. Comment vont-ils évaluer? Savez-vous bien masturber, pas bien masturber? Quand vous avez 4 ou 5, heures de rattrapage, heures de colle? Je sais pas moi, ça m'intéresse. C'est que le ministère n'a pas répondu à la question, mais ça fait partie aussi des questions qui peuvent se poser. Donc beaucoup de troubles anxieux scolaires, bon, les troubles du sommeil, les troubles des conduites alimentaires, on en voit beaucoup chez des enfants qui ont été agressés sexuellement, et c'est une agression sexuelle institutionnelle, j'ai envie de dire. C'est une atteinte sexuelle au sens psychique du terme qui peut entraîner des troubles, certaines fois ponctuels, des fois très durables. Pour parler de troubles post-traumatiques, il faut que les troubles durent depuis plus d'1 mois, qu'on soit 1 mois après le visionnage de ces images-là. Et puis ça peut conduire aussi, du fait de tous les questionnements, du fait de l'humiliation devant les camarades, au cyberharcèlement sexuel. Mais on leur parle de sexualité dans la classe, ils restent dans leur classe. Donc très souvent les enfants ne vont pas en parler à l'école parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont un petit peu peur, ils en parlent aux parents et puis ils voient la tête déconfite des parents, donc tout de suite ils disent « Oh là, j'ai inquiété maman, papa, non, mais c'est bon, ça va. Ah non, je vais en parler au directeur de l'école. Oh là là, non, surtout pas, t'en parles pas au directeur de l'école, je vais avoir les pires problèmes. » Les parents essayent d'en parler, c'est pour ça que je m'étais permis de dire ce matin, moi en tant que psy spécialisée sur le psychotrauma, je pense que c'est important si en tant que parent ou professionnel vous êtes à prendre en charge un enfant qui a été effracté psychiquement par les images, qui les a vus, le parent vient en consultation, l'enfant vous en parle, pour moi la priorité c'est d'acter la blessure psychique. Et la blessure psychique, c'est une blessure invisible, qui peut devenir comme un poison très toxique, comme une bombe à retardement, des fois des années, des mois après. Les sexologues vous disent actuellement qu'ils ont beaucoup d'agressions sexuelles entre jeunes, entre baby-couples, les jeunes adultes, parce que les jeunes adultes ne savent plus. C'est quoi un rapport normal? Moi, je ne suis pas zoophile. Sexuel normal. Je vais traduire. Pour la suite, ça va pas être simple. J'aime pas la zoophilie. Je suis pas zoophile. Ou j'ai pas de plaisir quand mon compagnon me fait un kiss fucking. Ou j'aime pas la sodomie. Encourage pas la traduction. Est-ce que je suis normale? Parce qu'ils ont vu ça à l'école. On leur montre les petits personnages. Ils peuvent même faire du papier, du montage. Ils peuvent fabriquer des clitoris en 3D, tout ça. Donc on les rend acteurs aussi par la production d'objets de cette sexualité, de cette éducation à la sexualité. Donc ils vont très rarement se plaindre, c'est plutôt les mots, MAUX, le corps, les troubles, l'adolescent, l'enfant qui tout d'un coup refuse d'aller à l'école, qui tout d'un coup a un rapport à son corps, des fois ils n'osent plus se laver, ou ils passent leur temps à se laver.
ou qui tout d'un coup vont agresser des plus petits, ou cette maman qui expliquait que son enfant de 9 ans, dans le cadre d'une expertise, en rentrant à l'école après une séance d'éducation à la sexualité, a été, pour un magistrat, agressé sexuellement sa petite sœur parce qu'il a été voir comment s'était fait le clitoris. Et l'explication donnée, c'est on en a parlé à l'école. Moi j'ai une petite sœur, j'ai été voir. Lui, il ne s'est pas pensé agresseur sexuellement. Bon, la mère, elle était quand même inquiète de voir son fils farfouiller celle de sa fille. Bah oui, mais à l'école, on nous a dit que... Bah oui, mais à l'école, vous voyez. Donc, très souvent, ils n'en parleront pas. Beaucoup de gêne, culpabilité, beaucoup d'inquiétude et d'essayer de rassurer les parents, rassurer les adultes, entre autres en milieu scolaire. Si en plus on pose la question, ça s'est bien passé, la séance d'éducation à la sexualité, question suggestive, la réponse est dedans, bien évidemment, ils ne vous diront pas non. Alors que si on dit comment ça s'est passé, c'est un petit peu différent. Hein. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit que tu avais été traumatisée? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ah ben voyons voir, on inverse la culpabilité. Beaucoup d'enfants qui voient ces images-là, en restant un sentiment d'appartenance, peuvent être choqués. C'est important que tu le dises, quand il vous pose une question compliquée, vous dites toujours c'est important ce que tu dis. Ça vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Si c'est important ce que je dis, ça veut dire que moi je suis important. Ça c'est important. Ça crée le lien. Ça a de la valeur. C'est pas si grave. Oh, c'est horrible, on parle de ça à l'école. Mon Dieu, mon pauvre chéri. Vous pouvez le penser, d'essayer de ne pas trop le montrer. C'est important ce que tu dis. Je vais me renseigner. Il faut toujours différer la réponse. Si l'enfant vous demande à papa, maman, c'est comment quand la question qui était posée d'un acte sexuel, les parents en pleurent pas, j'imagine qu'entre la soupe et le fromage, ils ne s'attendaient pas à ce type de questions. On peut tout à fait différer, mais si on a l'air dégoûté, l'enfant va penser qu'il est dégoûtant, donc ça va être terminé. Donc c'est important de pouvoir dire que ta question est importante. Papa, maman vont réfléchir. Mais on va réfléchir et te donner une réponse. Des fois, on a la réponse tout de suite. Mais on va utiliser l'empathie transitionnelle, c'est-à-dire utiliser le jeu. Pour moi, je pense que la sexualité, ce que font papa et maman quand la porte est fermée, ne regarde que papa et maman. Et moi, je pense que ce n'est pas à l'école de demander comment le papa et la mère font. C'est moi, je. Ça, c'est très important. Je ne vais pas dénier ce que pense l'enfant. Et si l'enfant me pose une question, je vais éviter pourquoi, qui est très culpabilisant, et plutôt essayer et comment. Il y a des enfants qui pensent ça. Qu'est-ce que toi, tu t'imagines? Comment toi, tu vois les choses? Ça, c'est extrêmement important parce que c'est une cause de mal-être extrêmement forte. C'est une plainte indicible. Alors, pour conclure, c'est important de comprendre que notre objectif, c'est de garder la notion de prévention telle qu'elle existait dans les premiers textes, telle qu'elle était faite au départ. Et on est tous d'accord, en tout cas au niveau de l'association, pour que la question de la prévention soit primordiale. En tout cas, en termes de repérage des abus sexuels, beaucoup d'interventions au milieu scolaire ont permis à des enfants victimes de témoigner, de dire qu'ils subissaient des choses à la maison ou de la part d'autres camarades. Mais de passer de cette période-là à une période où on est sur de l'incitation sexuelle, voire de la pornographie, ça pose de multiples questions. Vous avez vu les images, allez sur les sites, il n'y a pas eu les images les plus trash, hein, il y a encore pire. Lisez les livres, regardez les livres qui sont utilisés en milieu scolaire, vous vous rendrez compte que la sexualité infantile reste un tabou, un vrai déni, avec une idée qu'elle serait une sexualité adultomorphe, on le voit bien hein, dans les images qui sont données, on n'a pas du tout de compréhension de la façon dont un petit pense la sexualité, du respect de ses théories. Ça pose un véritable problème et ça expose l'enfant, ça expose aussi, je pense important de dire, les professionnels qui vont intervenir, des fois avec leur bonne volonté, comme cette institutrice, sans comprendre l'impact traumatogène que ça peut avoir. Et on entendait tout à l'heure l'instituteur ou le psy, je crois en plus le psy, c'est pas garanti, tout étonné qu'ils étaient excités les enfants. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que dans la formulation des phrases, dans la façon d'aborder les sujets, avec beaucoup de bonne volonté, on peut être très intrusif et extrêmement blessant psychiquement. Donc ça nécessite de formation, ça nécessite de centrer sur la prévention et que ce qui soit mis en place soit validé par des professionnels de la protection de l'enfance. Et c'est quand même une vraie question qu'on se pose, qu'on s'est posée et qu'on a posée avec Maurice Berger dans la pétition, en demandant le moratoire, que les programmes n'aient pas été validés, n'aient pas été cautionnés par les professionnels de la protection de l'enfant et de l'adolescent.
Ça, c'est absolument indispensable. C'est important que les enfants et les adolescents aient des espaces pour parler de leurs ressentis en étant respectés. C'est pas en classe entière, ça on le sait bien. Et je rappellerai juste cette phrase, c'est que la valeur démocratique d'un pays se reconnaît à la place que l'on donne aux enfants en tant qu'enfants, à l'intérêt réel qu'on porte à celui-ci. Et là, on se rend bien compte de l'inversion totale. C'est à l'enfant de s'ajuster aux attentes des adultes, aux représentations des adultes, et non l'inverse. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelques livres pour vous apporter une réflexion. On devait faire paraître dans la revue de santé scolaire et universitaire qui est éditée via Masson, qui est une revue qui est pour le milieu scolaire, où il y a pas mal de dossiers. Un dossier pour alerter. Nous avons appris hier qu'il était retoqué, parce que trop polémique politiquement, trop idéologique, on n'est pas tout à fait d'accord. Et en tout cas, on voit bien que même pour des revues scientifiques, publiées en faisant état d'actes, de textes tout à fait avérés, de travail bibliographique, ça pose de réels problèmes. Et dans le contexte actuel, c'est important d'en avoir notion. C'est compliqué, c'est difficile. Merci à vous pour votre attention.